contre, je ne sais pas s'il a vu le projet de loi antiterroriste. On va vous en parler, du coup. Mais moi, je l'ai regardé. Vous l'avez regardé. Oui. Vous avez vu à quoi il ressemble? Alors, justement, le Conseil des ministres, il a examiné ce matin ce projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, préparé par les ministères de l'Intérieur et de la Justice depuis plusieurs mois, 6 mois, semblerait-il, mais propulsé dans l'actualité par le meurtre d'un policier à Rambouillet. Alors, le contenu de ce texte, Éric Zemmour, est-ce qu'il est pertinent pour contrer la menace terroriste? Alors oui, vous avez dit, ça fait longtemps qu'il est dans les tuyaux, et oui, il y a un effet d'aubaine médiatique, évidemment. Il y a ce meurtre affreux, et on dit, vous voyez, on a une loi contre ça. Alors, cette loi, il y a des choses... Vous savez, je vais vous faire le même commentaire que pour la loi contre le séparatisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses intéressantes. C'est une adaptation permanente, on améliore la loi. Je ne vais pas dire que c'est nul, oui, c'est ridicule. En fait, ça pérennise des procédures de l'état d'urgence. Par exemple, les visites domiciliaires, vous voyez, ça écarte un peu les juges, ça va permettre le contrôle des islamistes qui vont sortir de prison dans les mois et les années qui viennent. Donc on va les surveiller un peu mieux. Ça va permettre d'interdire, vous savez, certaines personnes quand il y aura le championnat d'Europe, enfin non, les JO, pardon, excusez-moi. Il va y avoir 2 événements sportifs, il va y avoir les JO en 2024. Et non, j'avais noté, excusez-moi, l'Euro. Bon, peu importe. Vous voyez, il y a des mesures comme ça techniques, administratives, juridico-administratives, qui vont favoriser le travail des policiers, la surveillance, etc. Rien d'inutile, mais je vous rassure tout de suite, si j'ose dire, ou je vous inquiète, rien qui aurait permis d'éviter l'attentat de Rambouillet. Donc, tout ce qu'il y a dans ce texte n'aurait absolument pas permis d'empêcher l'attentat de Rambouillet. Rien du tout. Même la surveillance? Non, mais même la surveillance, puisque le type, il n'était pas en prison, il n'était pas fiché, il n'était pas islamiste, il n'était pas tout ça. Donc. Même la surveillance Internet, pardonnez-moi. Mais oui, mais là, il y aura une surveillance Internet. Vous avez raison, il y aura même des données qu'on va pouvoir garder plus longtemps, etc., etc. Mais franchement, je me suis renseigné auprès des spécialistes, ça n'aurait absolument pas empêché l'attentat de Rambouillet. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qu'appelle, vous savez, Gilles Kepel, le terrorisme ou le djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire que c'est des gens qui deviennent djihadistes spontanément, entre guillemets. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme influence? C'est plus la grande organisation, soit d'Al-Qaïda, soit évidemment de Daesh, du califat islamique, qui programmait ça et qui faisait descendre en France, etc., armée, etc. Non, ça c'est fini. Eux, qu'est-ce que c'est, ces types-là? Qu'est-ce que c'est? Il y a 2 influences. Il y a l'influence de l'islam, du salafisme, de cette conception. Donc, vous savez, je dis toujours, et je dis une bêtise, je disais le salafisme, ça veut dire les purs. Non, ça veut dire les ancêtres. En vérité, ça veut dire le retour à l'islam des origines, à l'islam des Bédouins, du temps de Mahomet. Donc ça, c'est cette influence-là. Je vous ai cité lundi une sourate, il y en a des tas d'autres. Vous voyez, bon, ça c'est la première influence, de base. Et la seconde influence, c'est l'islamo-gauchisme, qui vient donner une légitimité, j'allais dire, occidentale à leur ressentiment. C'est-à-dire, l'islam leur dit, vous devez détester les chrétiens et les juifs, et en plus, ils vous ont colonisé, donc vous devez vous venger. Et les islamo-gauchistes leur disent, mais en plus, vous êtes toujours colonisés, vous êtes toujours victimes, vous êtes toujours discriminés, et donc il faut détester cette société française et il faut la détruire. Et vous voyez, c'est la nitrate et la glycérine. Les 2 discours se rencontrent pour exploser et pour atteindre des milliers et des milliers de personnes qui peuvent devenir soudain des bras armés de cette synthèse, si j'ose dire, idéologique. Le projet de la loi, là, ne pourra rien contre ça. Voilà. Vous voyez, c'est ça la première difficulté essentielle. Quels sont les éléments que ce texte ne traite pas pour lutter efficacement contre le terrorisme? C'est simple. C'est que, si vous voulez, ces textes-là, ça aurait été bon il y a 20 ans, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus à la hauteur de l'enjeu. Parce que le sujet, je le répète, pardon, pour ceux qui m'ont déjà entendu dire ça, mais après tout, la pédagogie, c'est la répétition, disait
Napoléon. C'est l'immigration. C'est le nombre. C'est le nombre et l'origine africano-arabo-musulmane de la plupart des immigrés qui viennent ajouter à la diaspora déjà très nombreuse. Et c'est ça le sujet majeur. Donc en fait, il y a une politique à mener, mais Emmanuel Macron ne la mènera pas. Je peux aller très vite. Si j'ai 2 minutes. Vous avez 8 minutes, donc vous avez le temps de vous exprimer largement. Je ne m'affole pas. Mais je profite de cette petite parenthèse pour dire, par exemple, que le gouvernement a bien insisté en disant que, justement, il y a la loi antiterroriste et il y a la loi sur l'immigration. Ce sont 2 choses différentes et que tous les immigrés ne deviennent pas des terroristes. Oui, mais oui, d'accord. Mais je vous ai dit lundi, tous les immigrés ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des immigrés ou des fils d'immigrés ou des convertis à l'islam. Ça fait quand même la cohérence. La cohérence, elle est là. Et donc, il faut traiter cette cohérence-là. Et le gouvernement ne veut pas la traiter. Il y a 3 grands thèmes. C'est simple de conception et c'est compliqué d'exécution. Premier thème, c'est enlever aux juges le pouvoir de donner des droits aux immigrés qui décident de la politique d'immigration. Voilà. Il faut casser la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État. Il faut supprimer tous ces droits qu'on a donnés aux immigrés qui sont, eux maintenant, qui décident de la politique d'immigration de la France. Il faut rendre à la France sa politique d'immigration, la maîtrise de sa politique d'immigration. Pour cela, il n'y a qu'une seule solution, le référendum. Seul le référendum, seul le peuple souverain peut abattre le pouvoir des juges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une action diplomatique qui n'est pas simple, c'est-à-dire obliger les pays qui nous envoient des immigrés à les reprendre. À reprendre leurs clandestins, à reprendre les immigrés qu'on renvoie parce qu'ils sont chômeurs, ce qu'on ne fait pas, et à reprendre leurs délinquants, parce que je vous rappelle qu'il y a 25% des prisonniers en France qui sont étrangers. Je ne vous parle pas des doubles nationalités, je vous parle uniquement des étrangers simples. Quelles sources? Les sources officielles. Alors là, vraiment, il n'y a aucun problème. Pour les étrangers, c'est facile, français ou étrangers. Je ne vous parle pas des doubles nationalités, je ne vous parle pas des Français issus de l'immigration. Ça, c'est dans les Français. Mais je vous parle simplement des étrangers, déjà, qu'on commence. Sauf que les pays en question, le Maroc, l'Algérie, le Mali, tous ces pays-là refusent de reprendre leurs clandestins. Et alors, leurs prisonniers, on ne les renvoie même pas. Donc c'est simple, on ne le fait plus depuis la fameuse mesure de suppression de la double peine. Donc il faut remettre ça au goût du jour et faire pression. Et moi je pense que tous les moyens doivent être bons. Faire pression sur le gouvernement, sur les autorités marocaines, algériennes, tunisiennes, maliennes. On a des moyens de pression officiels et des moyens de pression officieux. On peut jouer sur tous les tableaux. On a un large piano sur lesquels on peut beaucoup de touches sur lesquelles on peut jouer. Et il faut se prendre sérieusement. Là aussi, le gouvernement de Macron ne le fait pas. Troisièmement, il faut se souvenir qu'il y a un continuum, et vraiment, je n'ai pas été le premier à le dire. Vous vous souvenez quand on a reçu Alain Boer, il y a aussi un livre de Jean-François Guéraud qui a expliqué tout ça, c'est-à-dire il y a un continuum entre la délinquance, la petite délinquance, les vols, les viols, les trafics de drogue, etc., et le terrorisme. Ce sont les mêmes. C'est la même sociologie. Alors encore une fois, ma chère Christine, tous les voleurs et les trafiquants de drogue ne deviennent pas terroristes. Non. Évidemment, mais tous les terroristes et djihadistes ont été petits délinquants. Il y a un continuum. Donc évidemment, il faut, et on revient à la question des juges, mais là, des petits juges, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire il faut remettre une politique pénale hyper répressive, digne de ce nom. Ça, ce sont les 3 thèmes majeurs, et vous voyez que Emmanuel Macron passe complètement à côté de toute cette histoire. Restreindre nos libertés et accroître la surveillance des citoyens, est-ce que ce n'est pas justement ce que recherchent les terroristes? C'est ce que propose ce texte. C'est selon moi une vieille lune. Je vous explique. On dit 2 choses depuis le début des attentats, en particulier depuis 2015. On le disait déjà avant, mais il y a 2 grilles de lecture, 2 grilles d'analyse qui sont, je dirais, les grilles d'analyse correctes, médiatiquement autorisées. La première grille d'analyse, c'est les islamistes veulent séparer les musulmans du reste de la population et monter la population française contre les musulmans. Première grille d'analyse. Deuxième grille d'analyse, la vôtre, c'est-à-dire
les terroristes veulent pousser le gouvernement à montrer sa face la plus hideuse, la plus tyrannique, la plus liberticide, etc. Pardonnez-moi, c'est pas pour vous vexer, mais cet argument me fait marrer. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cet argument? C'est ce que disaient les gauchistes. C'est-à-dire quand il y avait du terrorisme de la bande Abadère, quand il y avait du terrorisme des Brigades Rouges, dont on reparle là ce jour-ci, ça c'était leur stratégie. Eux étaient des marxistes, eux étaient des gauchistes. Eux disaient, on va montrer la face tyrannique de la fausse démocratie, on va faire tomber le masque de pseudo-démocratie libérale et on va montrer que ce sont des dictatures. Ça oui, ça marchait avec la bande Abadère, avec les Brigades Rouges, avec Action Directe. Eux, c'était leur stratégie, mais pas du tout les islamistes. Maintenant, l'autre argument qui dit ils veulent séparer les musulmans des autres, mais ils n'ont pas besoin des attentats pour faire ça. Ils ont la religion à leur service. Ils ont l'enseignement coranique qui leur explique qu'il ne faut pas se lier d'amitié avec les chrétiens et les juifs, qu'il faut s'en méfier. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Mahomet le dit. Ils ont, vous savez, les djihadistes, je le répète, sont persuadés d'être des bons musulmans parce qu'ils suivent l'exemple du beau modèle, je mets des guillemets parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le Coran, le beau modèle de Mahomet. Et Mahomet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exterminé une tribu juive qui se révoltait contre lui. Il a exécuté, fait égorger des poètes qui se moquaient de lui. Je veux dire, ça, c'est la réalité de la vie de Mahomet. La deuxième partie de la vie de Mahomet, d'ailleurs, pour être précis, parce que la première partie à la Mecque, là, comme il était en position de faiblesse, il est cherché des alliés. Et d'où toutes les sourates pacifiques. Ensuite, à Médine, il prend les armes et là, il devient un chef de guerre. Et un chef de guerre redoutable. Et donc, les djihadistes l'imitent. Ils sont des bons musulmans. Donc, quelle est la stratégie des djihadistes? Elle est simple. Elle est écrite dans le Coran. Le Coran divise le monde en deux parties. Le monde de l'islam, le monde de la guerre. Dar el-Harb, Dar el-Islam. Les djihadistes sont dans le Dar el-Harb, c'est-à-dire la terre de la guerre. Ils nous font la guerre pour islamiser la France, pour conquérir la France à Dieu, à Allah. Et quand ils auront gagné, eh ben là, nous serons dans la paix. La paix, parce que l'islam veut dire à la fois la paix, salam, et la soumission à Dieu. On a la paix si on se soumet à Dieu. Encore une fois, c'est écrit noir sur blanc, Mahomet le dit. Donc si vous voulez, il ne faut pas chercher midi à 14h, il ne faut pas chercher des objectifs stratégiques qui relèvent de l'extrême gauche de notre jeunesse. Ça fait plaisir aux vieux que nous sommes. On a l'impression de revoir la bande Abadère et vous voyez. Mais non, c'est ça. L'objectif, il est là. Et encore une fois, Emmanuel Macron ne comprend pas cela. Je dis comprendre exprès, vous comprenez, parce que je pense que c'est pas une question d'intelligence, évidemment. Intellectuellement, on peut lui expliquer, il comprend. C'est pas le sujet. Mais il ne veut pas voir cela. C'est ce que j'ai disais lundi. C'est un moderne. Il ne comprend pas ces raisonnements archaïques. Au sens de, dans l'histoire évidemment, hein, archaïque dans le sens de vieux. Ce sont des raisonnements profondément archaïques, mais qui reviennent à la surface. C'est ça la stratégie des islamistes. Encore une fois, c'est assez simple à comprendre. Moralité? Moralité, soit on accepte qu'on est en guerre de civilisation sur notre sol, et on combat pour notre civilisation, soit on continue à tergiverser. Vous savez, il y a une phrase que j'ai trouvée dans Bainville, très simple, vous allez voir. Il n'y a rien de plus dangereux et excusez-moi. Il n'y a rien de plus dangereux et haïssable que le simulacre de l'action. Pour moi, cette phrase de Jacques Bainville définit le quinquennat d'Emmanuel Macron. Excellente suite de programme sur CNews. On se retrouve demain à 19h. Merci à tous.